Je parlais de charentaise il y a un instant, Anthony, c'est bien connu en France, mais pas seulement en France. Hein. Pas seulement, non. Mais elles viennent bien de Charente, on est d'accord. Elles viennent bien de Charente. J'aime particulièrement la parenthèse parce que là, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence paysanne. Un produit recyclé dès le XVIIe siècle. On est en Charente. En Charente, il y a les ports maritimes. Ouais. On fabrique pour les marins des cabans. Ils sont en laine. Oui. Et en Charente, il y a aussi l'industrie papetière. Et avec l'industrie papetière, on prend la pâte à papier, on la presse entre deux plaques de feutre. À force, l'eau rend ces plaques très dures, on les jette, vous prenez ces plaques de feutre, vous prenez la laine, si vous faites de la couture entre les deux, ça forme une charentaise. Ah, c'est ça ? Du recyclage. On est dans l'anti-gaspi, on est au XVIIe siècle. Et alors pourquoi on invente ça et pourquoi je parle d'intelligence paysanne ? C'est parce que les paysans à l'époque portaient des sabots de bois. Ouais. Et le dessus du sabot de bois coupait le pied. Et donc, ils allaient récupérer le feutre et la laine pour mettre au-dessus la languette. Ouais. D'où la languette pour éviter que le pied soit coupé. C'est au XVIIe siècle qu'on voit la première charentaise vraiment apparaître. C'est l'administration royale qui la fabrique. Et alors, la première charentaise, elle n'a ni de pied droit, ni de pied gauche. Ça n'arrive qu'en 1860, grâce à un certain Alexis Godillot. Oui, Godillot, c'est celui qui est équipé. Non, mais Godillot, il a équipé toute l'armée française. Exactement. Il était cordonnier. Et c'est lui qui fait la première charentaise avec un pied gauche et un pied droit. C'est des Godillots, ça veut dire sur les chaussures. Non, mais le coup de la languette qui était faite, parce que quand on mettait son pied avec le sabot de bois, ça ne vous coupait pas avec le sabot de bois. D'où cette petite languette caractéristique de la charentaise. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé. La charentaise, elle a d'autres noms. On parle aussi de la silencieuse. Pourquoi ? Parce que c'était les domestiques qui les portaient et grâce à ces semelles de feutre, ils pouvaient cirer le parquet. Et la silencieuse, parce que les domestiques rentraient dans les chambres des maîtres sans les réveiller. Et donc, ça ne faisait pas de bruit. Ça a été aussi utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour les militaires espions, pour se déplacer sans faire de bruit grâce à ces semelles de feutre. Est-ce qu'il existe encore des entreprises là, qui fabriquent de véritables charentaises en Charente ? Exactement, il y en a toujours. C'est vrai que la charentaise, c'est, je le disais, un produit rustique, puis ça a été un véritable accessoire de mode dans les années 50, perdu un peu en désuétude, concurrencé à l'international. On a vu des produits copiés à travers le monde qui ont fait qui ont un peu tué la charentaise française. Mais la charentaise telle qu'on la connaît, 1907, c'est Théophile Rondineau, un cordonnier en Charente, lui aussi, qui a fait ce design qu'on connaît, le fameux tissu écossais. Derrière vous, il y a ça peut-être. Exactement, 1907. Rondineau, cette maison continue, elle fait perdurer ce savoir-faire si spécifique. Et aujourd'hui, avec la tendance du Made in France, il y a de nombreuses marques qui proposent des charentaises très colorées et vraiment avec des modèles très revisités. Rondineau, c'était en Charente C'est en Charente, totalement, oui. À La Rochefoucauld, exactement. Ok, on va maintenant comprendre le lien entre Bayonne et baïonnette. Vous saviez ça ? Non, Bayonne et la baïonnette. La baïonnette, l'arme, on parle bien de l'arme. Bayonne, pourquoi ? Parce qu'au XVIIe siècle, toujours, il y avait des conflits entre les soldats français et les soldats espagnols. Et la légende dit que les soldats bayonnais n'avaient plus de munitions. Et donc, ils ont pris leurs couteaux, ils les ont comme ça accrochés au bout de leur fusil et ça a fait une arme très pratique. Il faut savoir que Bayonne, c'est aussi une place importante de la coutellerie française. Et donc, ces baïonnettes étaient vraiment très expertes, bien taillées par ces couteliers. Et c'est sous Napoléon que vraiment la baïonnette va prendre son essor et devenir l'arme typique d'un savoir-faire français et qui va rayonner à travers toute l'Europe. Ce sera vraiment l'emblème de la puissance napoléonienne. On les voit, les baïonnettes, là. Exactement. Devant les grognards de la garde. Exactement. Qui passaient en revue par Napoléon. Et le couteau, c'est l'aïeul ? Le couteau, c'est l'aïeul. Des fois, j'ai des petits éclairs comme ça. De génie. Parfait. L'aïeul aussi. Et là en plus, aussi, il l'a bien prononcé parce que ça s'écrit Yol. C'est vrai. Yol. Il a su que la Yol. Yol. Je suis pas totalement teubé quand même, un petit peu, mais... Là, on part dans l'Aveyron et effectivement, le couteau tire son nom du village éponyme. Là, on est au 19e siècle. C'était les paysans et les buronniers. Les buronniers, ce sont ceux qui font ces fromages typiques de chèvre. Et ils se sont inspirés là de deux couteaux qu'on connaissait. Il fallait vraiment un couteau très pratique, pliable pour justement ces bergers. Pinel, en fait. On est un fromage, oui. Il est pliable comme le. Alors, comment on va le reconnaître ici ? C'est vraiment sur la spécificité de son bois.
Et alors, l'aïeul, il y a une abeille. Pourquoi une abeille? Symbole, là encore, de Napoléon, qui aurait offert ce symbole à la ville de l'Aïeul, en reconnaissance de services rendus par la ville. Mais l'abeille, c'était le symbole d'un Napoléon. On voit ça sur les meubles. Exactement. On a fait les choses, Napoléon. Aussi. Bah oui. On va parler beaucoup de Napoléon aujourd'hui. Ouais. Alors, vous liez cette histoire des métiers à une notion de terroir aussi. Comment les lieux peuvent-ils influencer les savoir-faire français? Les lieux ils vont influencer sous plusieurs points. D'abord, si par exemple vous prenez le pont, vous parliez de Tancarville tout à l'heure, prenez ce pont de Tancarville, un sèche-linge est né. Ce fameux sèche-linge, là on est très récent, c'est dans les années 50. C'est le pont de Tancarville ? C'est le pont de Tancarville. Ah ouais. C'est un industriel normand qui, on est dans les années 50, on n'a que le fil pour faire sécher le linge, il cherche un système robuste, il s'inspire de ce pont de Tancarville, il crée ce sèche-linge de Tancarville. Moi j'apprends aujourd'hui qu'il y a un pont qui s'appelle Tancarville, donc tu vois, c'est en Normandie. C'est en Normandie. Ah bon, mais t'as jamais vu le pont de Tancarville? Je savais qu'on appelait ça un Tancarville, mais je comprenais pas pourquoi. Ah oui. Donc vous avez raison, je suis complètement teubé. Et alors ce sèche-linge, voyez-vous, il a un peu disparu des radars au début des années 2000 et une entreprise l'a relancé en 2019. C'est la seule entreprise industrielle qui fabrique des sèche-linges en France, c'est Herbie. Ça se trouve depuis 1972 en Eure-et-Loire, dans la ville exactement de La Loupe. Aujourd'hui, 1 million de sèche-linges sortent chaque année. Et on fait pas mieux. On n'a pas fait mieux que ça. On ne fait pas mieux. Non, on est coté. Et aujourd'hui, 95% des pièces de ce sèche-linge sont recyclées. On parlait des charentaises, il y en a un autre, ce que vous mettez sur votre tête, la dame qui était là tout à l'heure. Le béret Le béret, bien sûr. Pourquoi il est basque? Pourtant, il ne l'est pas. Normalement, il est béarnais. On parle d'un béret béarnais. C'est un peu la guerre entre Pays Basques. On trouve des traces vraiment de ce béret au XIIIe siècle, sur le portail d'une église, l'église de Beloc, qui est donc dans le Béarn. Et donc il y a 3 bergers qui sont sculptés sur cette porte et qui portent ce béret. Ce béret, il est fait en laine. Il est résistant, il était utilisé par les bergers. Il faut 700 mètres de fil de laine pour fabriquer un béret basque. Et alors pourquoi on dit le béret basque et pas le béret de Berne ou bernois? Béarnais, pardon. C'est parce que Napoléon III, cette fois, qui faisait construire le palais de Biarritz, vient pour regarder un peu l'avancée des travaux et voit tous les ouvriers avec ce béret béarnais et donc dit c'est un béret basque. Et le béret basque est resté parce que Napoléon III l'a dit. Ah ouais. Mais aujourd'hui, il est toujours bel et bien fabriqué dans le Béarn, notamment par la maison Loller, depuis 1840 à Oloron-Sainte-Marie. C'est vraiment l'incandescence de ce savoir-faire. Qui est redevenu à la mode. Ça revient à la mode. Un vrai béret, il est en laine. Tout ce que vous verrez en coton qui vient de très loin, ce n'est pas un béret. Et surtout, quand vous le mettez à plat, vous ne verrez jamais une couture. Alors, on pourrait revenir avec vous sur des tas d'objets comme ça qui font notre savoir-faire français, qui méritent notre reconnaissance. On fera ça une prochaine fois. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup.